Quant à nous, il est maintenant l'heure de se rendre au rendez-vous pédagogique portant cette fois-ci sur le lien affectif à distance, qui est un des éléments clés de la réussite éducative chez les élèves confinés. Donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, on a M. Jacques Coul de Cadre 21, Mme Mélissa excusez-moi, il y a une erreur de frappe, Bricot du Récit et Mesdames Audrey Miller et Stéphanie Dionne de l'École branchée. Stéphanie, je te cède la parole. Merci, bienvenue à ce rendez-vous pédagogique en direct depuis les 18 dernières années où je contribue à l'intégration des technologies en éducation. Je pense que la réalisation dont je suis la plus fière, c'est certainement d'avoir réalisé plus de 180 rendez-vous pédagogiques qui mettent en valeur les réalisations d'enseignants, de conseillers pédagogiques, de direction d'école, de parents et d'élèves. Je le dis souvent à l'école branchée, les défis à l'ère du numérique, ils sont d'abord humains et relationnels. Mais les défis puis les enjeux de l'enseignement à distance le sont tout autant. Puis nos trois invités de ce matin vont justement échanger sur l'importance de la relation avec les élèves en enseignement à distance. Donc, nos trois invités nous proviennent d'organismes partenaires de la mise en œuvre du plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur. Tout d'abord, j'ai vraiment le bonheur et l'honneur de vous présenter Mélissa Bricot. Elle est conseillère pédagogique, comme Annick nous l'a mentionné, au Récit du centre scolaire, du centre de service scolaire, pardon, Seigneurie des Mille-Îles. Ça fait 15 ans déjà qu'elle accompagne des enseignants dans l'intégration des technologies dans leur pratique. Puis plus généralement, j'ai envie de vous dire que le Récit, c'est plus de 200 conseillers pédagogiques qui vous accompagnent, qui vous offrent des formations. Vous allez d'ailleurs en rencontrer plusieurs dans les ateliers d'aujourd'hui. Ils sont répartis partout au Québec, dans les centres de services scolaires, dans les commissions scolaires. Ils ont aussi des services régionaux et nationaux. Tous ces conseillers pédagogiques-là vont axer leurs services de formation et d'accompagnement sur le développement de la compétence numérique des élèves. Puis ils vont tout faire ça en vous accompagnant les enseignants, puis en travaillant à développer une culture de réseau et de partage. Et je tiens à vous mentionner que c'est sur Campus Récit que vous allez pouvoir suivre toutes les formations en ligne qu'ils vous proposent. Mélissa, merci d'être là! Merci pour cette belle présentation. C'est vraiment un privilège d'être ici parmi vous ce matin. Merci. Ça fait plaisir. Audrey Miller, maintenant, à mon tour de présenter cette grande dame. Elle était encore au secondaire, puis elle était déjà investie dans le domaine des communications et des technologies. Elle a depuis offert plus de 200 formations aux enseignants sur l'intégration du numérique en éducation. Aujourd'hui, elle dirige l'École branchée, qui est votre média de l'enseignement à l'ère du numérique. Et c'est d'elle qu'on tient cette ligne éditoriale qui est orientée sur les solutions, sur les pratiques gagnantes pour informer, outiller les enseignants dans le contexte actuel, en plus de présenter des formations qu'on appelle Créacan. C'est une formule d'accompagnement unique qui se déroule virtuellement, mais en direct avec des participants. Donc, vous avez tout ce qu'il faut sur écolebranchée.com pour suivre les réalisations de l'École branchée. Audrey, bonjour! Bonjour à tous, merci pour cette belle présentation. Yeah! Et on termine avec notre homme de ce rendez-vous pédagogique, Monsieur Jacques Coul. Lui dirige le Cadre 21. C'est le centre d'animation, de développement et de recherche en éducation pour le 21e siècle. Leur offre d'accompagnement est axée sur la compétence numérique, les stratégies pédagogiques, puis aussi le soutien aux apprenants. Et tout ça, c'est offert sur cadre21.org. Quand je pense à Jacques, je pense d'abord qu'il me rappelle qu'on est constamment en apprentissage. Et il a une expression unique pour le dire, c'est que nous sommes en mode bêta perpétuel. Donc, ne cessons jamais d'apprendre et d'être dans un mode d'action réflexive. C'est de lui que je tiens ça. Et lui-même, d'ailleurs, même après 35 ans de carrière, ne finira jamais par finir d'apprendre. C'est bien ça, Jacques?
Oh, Jacques, open the mic! Le bonjour, ça permet de vérifier le micro ouvert. Jacques, je ne t'entends pas. Ah C'est bon? pour démontrer qu'on est tous en posture d'apprenant, hein, donc c'est des moments qui peuvent arriver. Nul n'est à l'abri, nul n'est à l'abri. Alors, Jacques, on refait le test. Bon, alors, ce rendez-vous pédagogique vous sera offert par ma traduction. Je vais lire sur ses lèvres. Toi, tu m'entends, nous ne t'entendons pas. Donc, on va le laisser encore faire des tests pour voir s'il réussit à rétablir la communication, puis je vais quand même poursuivre. Fait que je tiens à vous dire que tous nos panélistes avaient la préoccupation de répondre à vos questions ou de suivre vos réactions, mais à la quantité d'enseignants extraordinaires que vous êtes en ligne, c'est pas possible. Donc, on a prévu pour vous de réaliser un article qui va faire la synthèse, puis qui va même vous donner un petit peu plus de ressources sur la thématique d'aujourd'hui dans le fil de nouvelles de l'école branchée. Donc, pour le suivre, pour recevoir cet article, on vous invite à vous abonner à l'hebdo. C'est un résumé de la semaine qui va vous être envoyé par courriel gratuitement en allant sur écolebranchée.com/hebdo. Et pour ceux qui s'abreuvent ou qui abreuvent leur développement professionnel au fil de leur fil Twitter, et d'ailleurs, notre animatrice, je vais l'inviter à se créer un compte Twitter, hein, Nick? Je vous invite à suivre la balise JNEQC pour partager vos réactions sur la table ronde, mais aussi tout au long de la journée. Pour débuter, Jacques, on dirait que je t'entends. Vas-y donc. Bonjour, vous m'entendez? Yeah! OK. Voilà. Ça, c'est la loi de Murphy qui s'applique. C'était beau jusqu'au moment où je devais parler. Donc, merci de l'invitation et désolé pour le contretemps. Il n'y a aucun problème, on a poursuivi. Pour débuter ce premier tour de table, je souhaite que, d'abord, je vais commencer avec Mélissa. Tu puisses nous dire c'est quoi le point de départ justement pour maintenir la relation avec les élèves à distance? Comment on se prépare à ça? Merci Annick. Annick, oui, hein, on pense à Annick, Stéphanie, vous êtes des personnes merveilleuses. Alors, merci Stéphanie. C'est une question qui est vraiment fort pertinente, hein. Je pense qu'on pourrait, vous êtes d'accord avec moi, qu'on pourrait élaborer sur cette question très, très longuement. Donc, surtout lorsqu'on observe là, toutes les initiatives aussi inspirantes qui sont mises en place dans nos milieux. Pour entrer en contact avec nos élèves, établir une relation de confiance avec eux pour justement là, permettre un enseignement à distance là, qui est propice aux apprentissages. Si on parle de recherche, la recherche mentionne, hein, au lieu de se lancer directement dans le contenu, donc il est pertinent de débuter nos visioconférences avec une question informelle là, qui aide les élèves justement à se sentir plus à l'aise, comme tu as fait très bien Stéphanie, hein, donc tu nous as mis à l'aise, tu nous as souhaité la bienvenue et tout. Alors, justement, sur le plan social, le fait d'amener les élèves à se connecter avec leur groupe, avec leurs pairs, eh bien, c'est sans se lancer tout de suite dans une conversation qu'on pourrait dire académique, mais ça peut les aider justement à se sentir plus à l'aise, à partager leurs idées avec le groupe. Donc, renforcer, si on peut dire, le sentiment d'appartenance. Si on se ramène, je vous ramène en mars dernier, alors on en a fait du chemin depuis, hein. Donc, étant conseillère pédagogique au Récit, là, on a la chance de collaborer et travailler avec des enseignants là, qui sont tout aussi inspirants. Je pense à une enseignante chez nous, à notre CSS, qui s'est rapidement engagée dans les visioconférences pour entrer en contact avec ses élèves. Tout d'abord, ça a été simple pour elle là, parce qu'elle utilisait déjà cet outil de communication-là en classe avec ses élèves. C'était Google Classroom. Mais bref, elle me faisait part de ses intentions pédagogiques, qui était enseignante en univers social au secondaire, là. Et donc, ses intentions pédagogiques en histoire, elle faisait des liens avec l'actualité. C'était fort pertinent. C'est une enseignante, il faut dire, qui a tout le temps un regard réflexif, là, justement, pour adapter sa pratique, puis se poser des questions et tout ça. Première visioconférence avec ses élèves, eh bien, elle a bien vu qu'ils avaient vraiment besoin. Ils étaient contents de se retrouver. Ils étaient très heureux de retrouver leur enseignante, naturellement. Puis j'imagine que vous avez vécu la même chose qu'elle. Mais il y avait vraiment besoin de partager leurs émotions, leurs réactions face à la situation. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le temps. Alors, ce temps de dialogue avec eux, bien, ça a permis aux jeunes non seulement de socialiser, mais aussi de nommer
Donc, nommer leurs émotions, réactions face à ce qu'ils vivaient là, à ce moment-là. Alors, ça a été bénéfique pour la suite. Vous le savez, hein, donc ça fait longtemps qu'on en parle, là, les études, l'importance de cibler les émotions dans l'apprentissage, mais il est surtout important, surtout à distance, là où le jeune vit du stress, hein, Mme Papier en parlait tantôt, on en vit tous avec la situation, le changement. Docteur Montreuil illustrait très bien lors d'une causerie animée par le récit elle illustrait que c'est comme si le jeune portait un bagage très lourd. Puis, alors, tout le temps que je tente de lui enseigner, que je lui enseigne, bien, sa conscience est axée sur le poids de ce bagage-là. Donc, ses pensées ne sont pas axées du tout sur le contenu pédagogique. Alors, donner libre accès à l'enfant, on encourage justement cette communication-là, on l'invite à exprimer justement ses émotions, hein, de les normaliser, c'est normal ce qu'il vit, puis ça aura un impact bénéfique sur son engagement par la suite, naturellement. Alors, bien, cette enseignante-là, depuis ce jour, elle continue justement de créer ce moment de socialisation au lieu justement de l'éviter. Donc, c'est un dialogue qui va porter fruit par la suite. C'est un dialogue qui s'installe. Puis Mélissa, tu nous l'avais dit, la surprise de l'enseignante, ça avait été à la fin de sa première rencontre de dire « C'était-tu correct qu'on n'a pas vraiment fait d'apprentissage? » Mais oui, tu l'avais encouragé justement, félicité d'avoir accordé tout ce temps à ses élèves et ça avait été, comme tu l'as dit, bénéfique. Puis après, c'est comme si ça se poursuit, mais dans un doux. On va entendre ça tout au long de la journée aujourd'hui, que l'humain va être au cœur de toutes ces interventions-là. On a entendu ça de notre conférencière, des deux ministres qui étaient là. Et ça m'interpelle particulièrement parce que, bon, par rapport aux enseignants eux-mêmes, comment est ce point de départ-là, comment est-ce qu'on s'installe maintenant dans ces nouvelles réalités-là? J'aime bien les métaphores, ceux qui me connaissent, c'est à chacun son mont Everest. On sait que l'appropriation pédagogique de tous ces leviers numériques-là, c'est un continuum où on peut se retrouver, on pourrait faire une distribution et c'est tout à fait normal dans une organisation, dans une société par rapport à quelque chose comme ça. Mais avec le confinement au printemps, avec la pandémie qui perdure, avec les solutions mises en place pour essayer de vivre une certaine normalité scolaire présentement, on a tous dû entamer une ascension de ce mont Everest. On ne peut pas rester au camp de base. C'est la réalité dans laquelle on est tous projetés. Et ce que je trouve intéressant comme point de départ, c'est que, puis j'étais très impressionné de voir les chiffres de Mme Papi au niveau des gens qui ont pris en charge la formation, les enseignants qui se sont engagés là-dedans. Pour notre part, on a vu au printemps une hausse, on parle de courbe, de 350% des gens. Et quand je regarde quelles étaient les formations, les sujets les plus recherchés, M. Kerr a fait part de la cyberhygiène, la formation sur la cybersécurité, la boîte à outils pour ceux qui commencent, qui font leur premier pas là-dedans, la classe inversée qui devient de plus en plus une réalité pédagogique d'un plus grand nombre d'enseignants, et aussi, et celle-là je l'aime beaucoup, c'est celle sur la rétroaction. Donc, celle sur la rétroaction, comment est-ce que je vais pouvoir maintenant établir ces liens tout au long du processus d'apprentissage avec les apprenants. Maintenant, par rapport aux enseignants, les enseignants entre eux, les enseignants avec les équipes de direction, avec les CP et tout ça, je pense qu'il importe plus que jamais qu'on adresse l'anxiété numérique avec de la bienveillance numérique. Pour ceux qui sont en éducation, qui connaissent la zone proximale de développement, c'est OK, maintenant, je sors de ma zone de confort où j'ai été projeté à l'extérieur de ma zone de confort, mais dans cette zone grise-là, avec de l'accompagnement ou avec une motivation, un certain engagement, je peux justement commencer à aller m'outiller et de voir qu'est-ce que je peux m'approprier pour justement continuer ou amplifier ce lien important.
Et donc, dans cette perspective-là, c'est très important d'accompagner. On a vu l'exemple du micro-programme de Mme Papy sur ce volet-là qui était majeur et très couru. Collaborer, co-élaborer, comme diraient nos amis d'École en réseau, d'appuyer les gens et de respirer au travers de tout ça dans ces contextes qui sont vraiment extraordinaires parce qu'au final, on parle beaucoup de sentiments d'efficacité personnelle et professionnelle. Je sens que c'est quelque chose qu'on... Ça, c'est un des impalpables, hein, des intangibles, comme on dit en anglais, mais je pense qu'on serait d'accord que ce sentiment d'efficacité, il est très important à nourrir ou à promouvoir ou à avoir chez chacun. Puis, en l'augmentant ainsi, bien, qui seront les premiers bénéficiaires? Eh bien, ce sont les élèves qui les accompagnent. Moi, ce que j'entends beaucoup de toi, Jacques, c'est que justement, pour développer puis maintenir la relation avec les élèves, il faut quand même aussi d'abord prendre conscience de sa relation avec soi-même, comment on se sent, réaliser l'inquiétude, l'anxiété dont on a parlé un petit peu plus tôt dans la journée. Puis c'est ce qui va ouvrir après ça sur les différentes approches pédagogiques dont tu as parlé, puis qui vont favoriser justement le lien avec les élèves. Audrey, pour toi, c'est quoi le bon point de départ? Bien, en fait, c'est... Bon, on va dire le point de départ. Hein? Il y en a des différents, on va dire, je m'excuse. Mais oui. Dans le fond, je fais un lien, parlant de lien, je vais en faire un avec mes collègues, justement. C'est sûr que nous, on rencontre énormément d'enseignants à l'école branchée, puis, tu sais, ce qui revient beaucoup, c'est qu'on remarque très rapidement qu'enseigner et aussi apprendre à distance puis en classe, bien, il y a des choses qui restent pareilles, il y a des choses qui ne sont pas pareilles, mais chose certaine, le lien avec l'élève, c'est quelque chose qui va être à la fois important à développer et maintenir autant en classe qu'à distance. Également, dans la notion de lien, bien, oui, il y a notre relation vers l'élève, mais il y a aussi notre degré de confiance et notre posture, un peu comme tu le disais, où est-ce qu'on en est avec nous-mêmes. Donc, et dans nos fameuses différences et ressemblances, on peut départager un petit peu ces deux façons de voir la chose, je dirais, du côté technique, mais aussi du côté humain. On en a parlé énormément. Le côté technique, si on le détache de tout ça, bien, ça peut freiner, voire décourager certains enseignants qui se sentent moins à l'aise. C'est clair qu'on ne peut pas à distance faire comme on le ferait en classe. D'ailleurs, c'est mieux pas. On s'en rend compte assez vite que si on essaie de reproduire les mêmes choses qu'en classe au niveau du travail, par exemple, que la motivation ne va pas suivre, que l'intérêt des élèves va être difficile à maintenir. Donc, pour développer et maintenir ce lien-là, c'est certain qu'à mon avis, il faut développer un minimum de compétences numériques. C'est sûr qu'on veut enlever la technique de tout ça, mais je pense qu'en ayant la confiance de pouvoir à tout le moins maîtriser nos outils de base, ça nous donne la latitude après d'être totalement disposé à entretenir ce lien-là. Aussi, bien, en étant plus à l'aise, on va avoir l'occasion d'offrir des occasions pédagogiques plus variées. Par exemple, on va pouvoir se lancer dans la différenciation à l'aide d'outils numériques. On va pouvoir favoriser plus facilement le travail d'équipe, toutes des petites choses qui vont aller travailler ce lien-là. Avoir recours à plusieurs médias, toutes sortes de choses de cet ordre-là. Mais c'est certain qu'il ne faut jamais perdre de vue notre fameuse intention pédagogique. Là, je vais lancer une question que probablement plusieurs se sont déjà posées. Est-ce qu'on doit obliger les jeunes à ouvrir leur micro ou leur caméra pendant une séance à distance? Hein? Et avouez qu'on se la demande souvent. C'est une question a priori technique, mais qui a une grande implication sur soit notre perception de mon lien, il n'est pas bon si je vois mes élèves qui ne sont pas ouverts et tout ça. Donc, je dois me poser ces questions-là. Comment je me positionne dans tout ça. Et aussi, tu sais, si on reste au niveau de l'intention pédagogique, bien, un micro pas ouvert, est-ce que ça m'indique quelque chose? Par exemple, que je pourrais aller modifier ma façon de travailler avec mes élèves pour favoriser cette ouverture-là. Côté humain, bien, c'est certain qu'à distance comme en classe, on doit rester soi-même, on peut continuer à user d'humour, être disponible à l'écoute. Et là, à ce moment-là, la technique peut venir à notre avantage. Par exemple, on peut se fabriquer un avatar amusant, Mme Papy en a parlé, on peut organiser des séances de travail en équipe, on peut ouvrir des moments où est-ce qu'on va pouvoir discuter seul à seul avec les élèves, donc ça se fait tout en numérique. Puis aussi de ne pas hésiter à aller vers les élèves plus timides.
C'est sûr que l'effet enseignant, là, ça demeure très, très au centre de tout ce qu'on travaille autant en classe qu'à distance, mais ça se fait. C'est juste un défi supplémentaire. Définitivement. Puis tu as parlé justement de se demander puis de voir des indicateurs au travers, dans le fond, des choix d'un exemple très concret d'ouvrir ou pas la caméra. Mais dans une relation, on ouvre la porte à l'autre. Donc, pourquoi ne pas valider avec ses élèves comment eux le vivent et trouver les meilleurs moyens ensemble? Donc, de valider aussi avec une rétroaction puis une façon aussi simple d'avoir leur feedback. Audrey, je vais continuer avec toi pour savoir, là, on n'est pas, puis personne qui est dans le milieu de l'éducation en ce moment est à l'abri de la fatigue ou d'une surcharge cognitive, puis même émotionnelle. Sur quoi on se concentre pour maintenir la relation avec les élèves à distance? Et quelle question! Puis si j'avais à vous inspirer, en fait, j'aurais 3 conseils. Le premier, c'est d'explorer différents champs de recherche. Bon, la recherche en sciences, autant en éducation, psychologie, neurosciences et tout ça, c'est sûr qu'on s'entend que le lien affectif, c'est un facteur primordial de développement chez l'enfant. Ça, on est tous d'accord. Mais ce qu'on remarque rapidement, c'est qu'on n'entre pas en relation avec les individus de la même façon. Il y a autant de façons d'entrer en relation que d'individus à peu près. Puis de s'intéresser à cette variété de canaux de communication qu'on peut ouvrir avec les élèves, je pense que ça peut être gagnant. Parce que certainement, s'il n'y a pas de canal entre l'élève et l'enseignant, bien, il va y avoir rien qui va passer. Par exemple, il y en a certains jeunes qui ont besoin de se faire demander comment ils vont avant d'être disposés à apprendre ou à travailler. Il y en a d'autres qui ont besoin de savoir ça va être quoi le plan de travail, c'est quoi les objectifs, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, à quoi ça va me servir. Il y en a qui ont besoin de provoquer une réaction. C'est naturel, et ça, c'est nos petits tannants, là, lâcher leur fou avant d'être disposés. Bien, souvent, c'est ça, on perçoit comme les dérangeants du groupe, mais pourtant, des fois, c'est juste un signal qu'ils peuvent lancer. Il faut être un peu attentif à tout ça. Puis nous-mêmes, on a nos propres canaux de communication privilégiés, donc c'est de voir que ces différences-là, puis d'essayer différentes choses avec le numérique, ça se fait très bien. Un autre conseil que j'aurais, c'est de s'intéresser aux meilleures pratiques qui sont déjà identifiés pour tisser le lien en classe. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le champ de recherche en apprentissage socio-émotionnel. Donc, en anglais, on dit Social Emotional Learning. Ces pratiques-là qui sont déjà identifiées sont, selon les experts, elles vont fonctionner donc autant en classe qu'à distance. Des exemples, prendre du temps pour discuter des processus, mettre en place du mentorat entre les élèves, échanger beaucoup de feedback, avoir des lieux communs pour qu'on puisse échanger même en dehors du temps de classe, avoir des comités participatifs qui incluent des élèves, des enseignants pour voir comment on peut bâtir ces environnements-là ensemble pour le mieux. Puis un troisième conseil très, très simple, investissez dans votre développement professionnel au niveau de la compétence numérique. Je suis tannante, je reviens un peu avec ça, mais je pense que quand on se sent confiant et qu'on a la base qui nous permet après d'aller plus loin, ça va être plus simple d'aller encore plus loin puis chercher ces solutions-là pour favoriser l'engagement et la motivation. Puis toujours en gardant notre intention pédagogique, évidemment, là, comme ligne d'horizon. Définitivement. Mélissa, pour toi, sur quoi on se concentre? En fait, je suis tout à fait d'accord avec Audrey lorsque tu mentionnes se concentrer, là, revenir à notre intention pédagogique. Alors, c'est vraiment dans le choix de la ressource, de l'outil. Donc, faire appel à son réseau, ses collègues, justement, pour faciliter l'appropriation d'une nouvelle ressource, là, peut être une stratégie efficace, une stratégie gagnante. En fait, je reviendrai au niveau du dialogue. Là, tantôt, on parlait là, de prendre le temps de dialoguer avec ses élèves, justement, pour, maintenir la relation de confiance, mesurer aussi leur niveau de disponibilité, puis le contexte aussi de chacun. Alors, on s'intéresse à ce qu'ils vivent, puis c'est ça qui va teinter nos actions à proposer par la suite. Alors, en plus de questionner nos élèves sur leurs attentes, leurs défis, bien, il est pertinent justement d'amener l'élève à réfléchir sur son utilisation du numérique. M. Kerr en faisait mention en début de journée, hein, donc il parlait de cyber-hygiène. Alors, le fait d'éduquer justement à une éducation éthique du numérique. Alors, on fait référence ici là, à la dimension là, qui est au centre du cadre de référence de la compétence numérique, donc agir en citoyen éthique. C'est un travail qui est pertinent à réaliser en amont. Alors, le récit développement de la personne a vraiment réalisé une belle démarche de réflexion à ce niveau-là. Alors, pour éviter certains comportements qui peuvent venir briser ce lien de confiance-là établi avec nos élèves,
mais c'est pertinent justement de travailler, d'aborder là, d'impliquer les élèves dans cette réflexion-là maintenant en classe. Alors, encore une enseignante qui est tout aussi inspirante, avec qui j'ai eu le privilège de travailler. Eh bien, en début d'année scolaire, elle utilise les appareils mobiles le personnel des élèves en classe en tant qu'outil d'apprentissage. Et en début d'année scolaire, comment elle organise finalement là, sa classe? Eh bien, elle les implique justement dans une démarche comme ça, comme on parle, de réflexion, dans ce cas-ci, sur leur appareil mobile. Alors, elle leur pose simplement une question. Quels sont les freins, mais aussi le potentiel de cet outil pour leur apprentissage. Donc, les élèves là, se réfléchissent, ils identifient en quoi là, leur appareil personnel peut être un obstacle, en quoi il peut aussi les aider à apprendre. Puis, donc ça amène finalement l'élève à avoir un regard critique sur l'utilisation de cet outil-là, l'utilisation du numérique. Alors, lorsqu'on prend un recul et on regarde cette démarche-là, bien, on voit que le fait d'impliquer l'élève justement dans l'élaboration de cette vision, de cette charte éthique-là, pour lui permettre de bénéficier de cet outil personnel là, comme outil d'apprentissage en classe, bien, ça contribue à établir le lien de confiance. D'autant plus, l'élève, lorsqu'il sera à distance, bien, on a vu les effets bénéfiques, le fait d'avoir son appareil personnel, eh bien, avec lequel il était déjà habitué finalement à exploiter toutes les ressources, les outils, les applications pour apprendre, eh bien, ça l'a facilité aussi là, l'enseignement, la formation à distance. Alors, donc, cette même démarche-là, mais ça peut être pertinent là, de la vivre pour co-construire une charte d'éthique en ligne ou un code d'éthique en ligne en visioconférence. Alors, ensemble, on établit les normes, les règles pour justement assurer là, un bon climat de classe, favoriser les interactions. Donc, les élèves, si on fait l'exercice avec les élèves avant, bien, ils seront déjà familiarisés là, avec ce processus-là. Donc, ça sera facilitant. Ces considérations éthiques, on en parle beaucoup, les parents, la relation, ouvrir le dialogue avec les parents à l'école-maison, c'est pertinent, c'est important. Donc, on peut partager ces considérations éthiques-là, justement, là, pour permettre aux parents d'engager un dialogue constructif à la maison avec leurs jeunes, ou là, pour faciliter, mettre en place les conditions d'apprentissage là, pour l'enseignement, la formation à distance. Donc, c'est ce que j'apporterais. Dans les conditions justement gagnantes de créer les meilleures conditions d'apprentissage possibles, est-ce que tu dirais que la charte éthique justement qui est discutée avec les élèves vont favoriser, je dirais, et permettre d'éviter d'avoir des comportements en ligne qui sont dérangeants de la part de certains élèves? Absolument. Donc, le fait justement de travailler en amont avec les élèves de cette façon, ça peut venir éviter certains comportements là, qui vont pouvoir venir briser ce lien de confiance-là, des comportements. Alors, on sait que la gestion de classe en ligne peut apporter des défis. Alors, toujours avoir en tête d'éduquer au lieu d'interdire. Alors, on éduque les élèves justement à prendre un recul puis à réfléchir sur leur pratique. Naturellement, comme mentionnait Audrey, il y a toutes les pratiques gagnantes au niveau de la visioconférence qu'on peut aborder aussi. Là. Donc, comment engager l'élève, quand on pose la question d'ouvrir la caméra ou quoi, est-ce que l'élève, qu'est-ce qui peut faire en sorte justement là, d'interpeller l'élève pour qu'il puisse ouvrir, s'engager, puis être motivé justement à dialoguer avec ses jeunes, son groupe. Donc, définitivement, donc avoir conscience de ces ajustements et de ces comportements. Pour toi, Jacques, sur quoi on se concentre justement pour maintenir le lien à distance avec les élèves? Bien, je pense que c'est une occasion de réfléchir. C'est du point de vue de l'enseignant, c'est une invitation à une réflexion. Dans notre jargon, on parle de métacognition. Et que les nouvelles réalités, ces changements de médium, tout ce qu'on vit présentement, ça peut aussi impliquer, nous inviter à peut-être un changement de posture aussi, de posture pédagogique, et de pouvoir y réfléchir. Pour ceux qui connaissent un peu le modèle SAMR, S-A-M-R, donc on peut substituer ce qu'on faisait avant dans un nouveau contexte, on peut l'augmenter avec des fonctionnalités, on peut modifier la tâche ou on peut complètement redéfinir la chose.
mais je faisais allusion au mont Everest. Peut-être que le R, c'est la pointe de l'Everest. Je ne vois pas ça, moi, comme une échelle, je vois plutôt ça comme un canevas. Et dans cette réflexion pédagogique que l'enseignant a à faire, ben, son énergie, son essence, son fuel, c'est sa créativité pédagogique basée sur des bonnes pratiques. Et c'est peut-être une occasion de se questionner aussi, un questionnement ouvert et sain, S-A-I-N. Par exemple, qu'est-ce qui est maintenant mon rôle dans ce contexte amplifié-là? Quel est mon rôle d'enseignant lorsque je suis en ligne? Puis c'est quoi aussi le rôle de l'apprenant dans ça? Est-ce qu'il va être consommateur passif de tout ce que j'ai à dire? Comment peut-il s'engager activement? Et aussi, puis on commence à voir ça pointer de plus en plus à l'horizon, l'importance d'adresser les fonctions exécutives et méthodologiques, la job d'élèves, s'organiser. On commence à avoir des manifestations là où il y a un peu une absence de ces dimensions-là. Bien, ça crée des enjeux, des problèmes. Donc, toute cette dimension-là de comment je m'organise dans ma job d'élève et aussi pour le prof, comment je m'organise dans ma job de prof. Peut-être une question aussi à se demander dans une perspective plus positive, c'est cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de créatif? Qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant? Ce dont je suis particulièrement fier? Et ça peut être autant quelque chose d'immense que quelque chose assez pointu, mais qui est source justement de sentiments d'efficacité, je mentionnais plus tôt. Et aussi se rappeler, toujours se questionner, mais aujourd'hui, et j'entendais un des ministres le mentionner, hein, que le savoir est au bout de notre main. C'est quoi nos nouvelles relations au savoir? L'implication sur l'évaluation. Hein? Certains ont déjà parlé de posons plus de questions non googlables. Et puis, comment est-ce que ça vient tout redéfinir la tâche, l'activité qui est vécue, tout en dosant ça avec un accompagnement ou un enseignement ciblé. D'autres questions, par exemple, cette nouvelle réalité-là, cette nouvelle posture-là, de quelle façon ça met au défi ma propre conception de l'apprentissage et de l'enseignement. Et c'est correct de se poser ces questions-là. On parlait de bêta perpétuel, c'est correct de se la poser. Qu'est-ce que je comprends de l'apprentissage? Qu'est-ce que je comprends de l'enseignement? Quels sont les éléments sur lesquels je peux peut-être travailler et modifier. Et par la suite, quels leviers vont m'aider à me propulser dans ces nouvelles réalités-là et qui va permettre justement de transmettre mes connaissances, mon expertise dans ma matière enseignée, mais aussi de pouvoir faire des liens et espérer voir en même temps le développement de belles compétences. Mais ces leviers-là, ces stratégies-là, on sait que les ressources sont là, on peut énumérer ce qui existe. Le panorama du Québec n'a jamais été aussi bien garni de formation, d'occasions et de ressources de tous les partenaires. Il n'a jamais été aussi bien garni. Le choix est là. Il y a les occasions qui sont formelles et aussi les occasions informelles. Je vois ici à côté sur Twitter avec la balise JNEQC, hein, hashtag oui. JNEQC, il y a des conversations parallèles qui se font et ça aussi, c'est source de développement professionnel. Définitivement. Et pour conclure, je m'excuse, oui, Jacques, parce qu'on doit passer après ça aux prochaines formations, mais on a le goût pour vous, les enseignants qui nous écoutez en ce moment, de vous poser cette dernière question et de vous inviter à aller sur un Google Form qu'on a prévu pour vous sur monurl.ca/élève JNE. On vous invite à vous placer dans la peau justement d'un de vos élèves, puis de vous demander si vous étiez votre élève en ce moment, en ligne, de quoi vous auriez besoin pour sentir que votre enseignant il est là pour vous. Posez-vous cette question-là. Allez sur monurl.ca/élève JNE et on va certainement vous suivre, du moins sur la balise sur Twitter, JNEQC. Et je vous souhaite de tout mon cœur une magnifique journée et surtout célébrer tous les pas que vous allez faire aujourd'hui dans votre développement professionnel, puis restez concentrés sur l'essentiel vous-même puis la relation avec vos élèves. Pour le reste, j'ai vraiment confiance dans vos qualités pédagogiques. Donc, gavez-vous aujourd'hui de tout ce qui va se passer dans votre programme de journée. Merci.